Aujourd'hui, on se penche sur l'univers des régimes les plus extravagants et déconcertants de l'histoire. Nous allons explorer comment certains dictateurs ont utilisé leur pouvoir non seulement pour gouverner, mais pour se livrer à des actes d'absurdité totale. De la construction de palais grandioses aux extravagances personnelles les plus folles, ces dirigeants ont souvent dépassé les limites du raisonnable. On débute avec celui qu'on ne présente plus, Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est un peu comme le roi lion de la Corée du Nord, sauf que ce n'est pas une histoire de lionceau adorable, mais plutôt de poigne de fer, hérité de grand-papa Kim Il-sung et papa Kim Jong-il. Jeune, Kim a pris les rênes en 2011, à l'âge où d'autres se demandent encore ce qu'ils vont faire après le lycée. Et d'ailleurs, ce lycée, il l'a fait en Suisse, sous couverture bien sûr, dans une école internationale. Ça lui a donné un petit goût d'air frais occidental. Mais pas de quoi adoucir son style de gouvernance. Comme papa et grand-papa, Kim Jong-un tient le pays d'une main ferme. La Corée du Nord, c'est un peu comme un mauvais film dystopique. Camp de travail, exécution publique et un contrôle total de la population. Et bien sûr, le héros de ce film, c'est Kim Jong-un lui-même. Ou du moins, c'est ce que la propagande veut nous faire croire. On le présente comme un leader exceptionnel, un demi-dieu sur Terre, et tout ça avec une coiffure approuvée par le régime. En Corée du Nord, les ciseaux ne font pas ce qu'ils veulent, une dizaine de coupes bien conservatrices, et hop, tout le monde est coiffé comme il faut, pour l'uniformité évidemment. C'est un peu comme si tout le pays avait la même playlist sur Spotify, mais pour les cheveux. Et puis, il y a ce groupe mystérieux de 200 jeunes femmes, sélectionnées pour leur beauté et jeunesse, apparemment là pour servir le leader personnellement. On ne sait pas grand chose sur elles, sauf ce que quelques déserteurs et rumeurs ont laissé filtrer. Mais une chose est sûre, leur vie n'est pas un conte de fées sous la surveillance stricte du régime. Côté politique, Kim jongle entre deux grandes ambitions. Avoir son jouet nucléaire tout en boostant l'économie. Sous son règne, la Corée du Nord n'a pas freiné sur les essais nucléaires et les missiles, malgré les coups de semonce de la communauté internationale. Pourtant, il n'hésite pas à négocier avec les grands de ce monde, histoire de montrer qu'il sait aussi jouer au diplomate. La Corée du Nord ne peut pas échapper à son histoire. Dans les années 90, une famine dévastatrice, déclenchée par la chute de l'URSS et des inondations catastrophiques, a forcé les Nord-Coréens à se débrouiller pour survivre. Le secteur privé informel et une contrebande effrénée avec la Chine voisine ont permis au pays de tenir. Kim Jong-il, impuissant, a dû fermer les yeux sur ces activités qui ont permis au peuple de manger à leur faim. Bref, Kim Jong-un, ce n'est pas exactement le champion des droits de l'homme qu'on attendait, mais il continue son petit bonhomme de chemin, à sa manière bien réglementée. On parle de leader sévère, mais qu'en est-il de Pol Pot, l'homme derrière l'un des régimes les plus terrifiants de l'histoire? Pol Pot. Frère numéro 1, c'est le titre que s'est attribué Salotsar, plus connu sous le nom de Pol Pot. Né le 19 mai 1928 dans la province de Kampong Tom, il est issu d'une famille de paysans aisés, ce qui n'était pas la norme dans le Cambodge rural. Avec un petit coup de pouce du destin et de ses relations, il débute ses études à Phnom Penh, avant de décrocher une bourse pour aller peaufiner son éducation à Paris, la ville des Lumières, et des cercles communistes. À peine arrivé en France, Pol Pot se plonge dans les idées révolutionnaires. Il rejoint rapidement des groupes communistes où il rencontre des futurs alliés, comme Khieu Samphan. Ensemble, ils se forment à la doctrine marxiste-léniniste et rêvent d'un Cambodge qui serait un modèle de révolution communiste. En 1954, alors que les Français se retirent d'Indochine, le roi Norodom Sihanouk reprend le pouvoir, mais Pol Pot n'est pas du genre à se contenter d'obéir. Il rejoint alors un petit parti communiste cambodgien, modeste à l'époque, le Parti révolutionnaire du peuple khmer, qui deviendra plus tard le Parti communiste du Kampuchéa, le bras armé des Khmers rouges. Pol Pot gravit les échelons du parti et en 1962, il est élu secrétaire du comité central, une position clé qui lui permet de commencer à mettre en place sa vision pour le Cambodge. Soutenu par la Chine, il forme les premiers combattants Khmers rouges, prêts à en découdre pour instaurer un régime communiste pur et dur. Le coup d'état du maréchal Lon Nol en 1970 donne à Pol Pot l'occasion qu'il attendait. Avec la monarchie renversée, la voie est libre et en 1975, Pol Pot prend le pouvoir, bien qu'il préfère rester dans l'ombre au début. Le régime qu'il impose est l'un des plus brutaux de l'histoire moderne.
Mais au départ, les Khmers rouges sont accueillis comme des libérateurs par une population lassée de la guerre et des conflits. Rapidement, ils montrent son vrai visage. Les Khmers rouges instaurent un régime totalitaire d'une sévérité sans précédent. Tous ceux qui avaient le malheur d'être liés au gouvernement précédent, ou simplement soupçonnés de ne pas être en phase avec la nouvelle idéologie, sont éliminés sans pitié. Les habitants des villes, perçus comme des foyers de contamination impérialiste, sont forcés de quitter leur maison et d'aller travailler dans les champs, souvent dans des conditions inhumaines. C'est un retour forcé à une agriculture de subsistance, et pour beaucoup, un cauchemar sans fin. Le régime est particulièrement impitoyable envers la population urbaine et les intellectuels. Pol Pot nourrit une haine viscérale pour tout ce qui est vietnamien, et cela inclut toute personne ayant un lien, même ténu, avec le Vietnam. Mais sa folie ne s'arrête pas là. Ceux qui ont reçu une éducation, ceux qui osent manifester une appartenance religieuse, ou même ceux qui portent des lunettes qu'il voit comme un signe indéniable de contamination occidentale, sont pourchassés sans relâche. Les enseignants, médecins, techniciens, ingénieurs, étudiants, militaires, bonzes, diplomates étrangers, personne n'est à l'abri. Tous ceux qui tombent dans les griffes du régime finissent souvent dans la tristement célèbre prison de Tuol Sleng, aussi connue sous le nom de S21. S21, un ancien lycée transformé en prison de torture, devient rapidement le symbole de la terreur Khmer rouge. Là-bas, les présumés opposants sont torturés jusqu'à ce qu'ils avouent des crimes imaginaires. Le simple fait d'être arrêté suffit pour être considéré comme coupable. Enchaînés par dizaines, les prisonniers subissent régulièrement des tortures atroces avant d'être envoyés au champ de la mort, où ils sont battus à mort avant d'être jetés dans des fosses communes. Ces champs, comme celui de Choeung Ek, deviennent des charniers où des milliers d'innocents sont exterminés. Sous son régime, le Cambodge est plongé dans un enfer de violence et de famine. Environ 1,7 million de personnes périssent dans ce génocide, soit près d'un quart de la population du pays. Pourtant, Pol Pot, lui, reste de marbre. En 1977, lors de l'une des 2 seules interviews qu'il n'ait jamais accordées, il déclare à un journaliste américain « J'ai la conscience tranquille ». On se demande bien comment il peut dire ça, vu l'ampleur des horreurs qu'il a orchestrées. En 1978, le Vietnam, en guerre avec le Cambodge, décide d'envahir le pays pour renverser Pol Pot. L'armée vietnamienne avance rapidement, et en janvier 1979, un nouveau gouvernement est formé par d'anciens Khmers rouges lassés des excès de leur leader. Pol Pot et ses fidèles prennent la fuite dans la jungle où ils organisent une guérilla contre le nouveau régime pro-vietnamien. Mais leur mouvement, autrefois puissant, se marginalise rapidement. Pol Pot, condamné à mort par contumace pour ses crimes, disparaît des radars dans les années 1990. C'est en 1977 que ses anciens camarades le retrouvent, affaibli par la malaria et d'autres problèmes de santé. Ironie du sort, il est arrêté par ses propres hommes sur ordre de son rival, Ta Mok, pour l'assassinat de Son Sen, l'ancien chef de la sûreté du Kampuchéa démocratique. Condamné à perpétuité, Pol Pot passe ses derniers mois en résidence surveillée, loin du pouvoir et des crimes qu'il avait tant orchestrés. Maintenant, comment passer d'un dictateur à l'autre ? Pol Pot a laissé sa marque en Asie du Sud-Est, mais de l'autre côté du globe, un autre personnage controversé faisait des vagues en Afrique. Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi. 1er septembre 1969, Mouammar Kadhafi prend le pouvoir en Libye par la Révolution blanche. Profitant du déplacement du roi Idriss Ier en Turquie pour des raisons de santé, il devient l'homme fort du pays après un coup d'État, supporté par des militants révolutionnaires et certains officiers. Il abolit la monarchie et annonce l'instauration d'une république, jetant le prince héritier Hassan Reda al-Sanoussi en prison. Le monde découvre alors en images ce jeune leader d'à peine 27 ans. En 1975, Kadhafi a publié le Livre vert, qui présentait sa vision politique, économique et sociale qu'il appelait la troisième théorie universelle. Il rejetait le capitalisme et le communisme, prônant une forme de socialisme islamique et de démocratie directe, où le pouvoir devait théoriquement revenir au peuple à travers des comités populaires. En pratique, Kadhafi détenait le pouvoir absolu. Il a établi un système répressif pour contrôler la population, avec une police secrète omniprésente et des exécutions publiques pour dissuader l'opposition. La liberté d'expression, de presse et d'association était sévèrement limitée,
et toute dissidence était brutalement réprimée. Et pour sa garde rapprochée, il avait une armée d'Amazones. Les membres de ce groupe étaient soigneusement sélectionnés pour leur loyauté et leurs compétences. Elles recevaient une formation militaire intensive, y compris des techniques de combat rapproché, le maniement des armes et des tactiques de défense. Il était rapporté aussi que Kadhafi insistait pour que ses gardes du corps féminines soient vierges, prétendant que cela symbolisait leur pureté et leur dévouement exclusif à sa protection. Cette exigence était également perçue comme un moyen pour Kadhafi de s'assurer de leur loyauté et de leur engagement, en les éloignant de toute distraction potentielle. Kadhafi utilisait cette exigence pour promouvoir une image de pureté et de moralité, en prétendant que ces femmes représentaient l'élite de la société libyenne. Cependant, cette image était également un outil de propagande pour renforcer l'idée de dévotion absolue envers lui et son régime. La Libye devenait progressivement, en même temps, la bête noire des pays occidentaux en soutenant au nom de l'anti-impérialisme de nombreux mouvements nationalistes révolutionnaires. Mouammar Kadhafi, au pouvoir en Libye pendant plus de 40 ans, est accusé par les Occidentaux d'avoir soutenu des actes terroristes dans les années 1980, comme les attentats à Rome, Vienne et Berlin. Les États-Unis appellent alors à l'isoler sur la scène internationale. En 2007, Kadhafi accepte de libérer des infirmières bulgares et un médecin palestinien, injustement accusé d'avoir transmis le sida à des enfants libyens. En échange, il est reçu par Nicolas Sarkozy à Paris dans l'espoir de conclure des contrats lucratifs. En 2011, alors que Kadhafi réprime violemment une révolte, l'OTAN intervient pour soutenir les insurgés. Après des mois de combat, les rebelles prennent Tripoli. Kadhafi tente de fuir, mais est capturé et tué le 20 octobre 2011, mettant fin à son règne. Et pour clore notre série sur les dictateurs, direction l'Afrique centrale où Jean Bédel Bokassa, dernier sur notre liste, a régné avec un style tout aussi extravagant et controversé. Jean Bédel Bokassa. Bokassa a pris le pouvoir en 1966 après un coup d'état militaire contre le président David Dacko. Son régime était devenu très brutal et Bokassa est tombé dans une mégalomanie totale. Le 4 décembre 1976, il déclare l'instauration de son empire centrafricain et se fait couronner Sa Majesté impériale Bokassa Ier le 4 décembre 1977. La cérémonie de couronnement a eu lieu au Palais des Sports de Bangui, aménagé pour l'occasion. Bokassa portait une réplique du costume de Napoléon avec une cape brodée d'hermine et une robe ornée de perles. L'événement était très luxueux, avec des entreprises françaises fournissant les décorations et les apparats. Pierre Cardin a conçu les vêtements, Olivier Brice a créé un trône en forme d'aigle et Claude Artus Bertrand a fabriqué une couronne en diamant. Malgré les préparatifs grandioses, les invités de marque se sont fait rares. Le pape Paul VI, le Shah d'Iran et l'empereur du Japon étaient absents et seuls des ambassadeurs ont assisté à la cérémonie. Bokassa Ier est déplacé après le couronnement en carrosse de bronze et d'or dans tout Bangui, mais la mort de 2 des chevaux à cause de la chaleur du pays force la famille impériale à finir le trajet en limousine. La cérémonie coûtant tous 100 millions de francs, payée en partie par Kadhafi et par une imposition exceptionnelle, c'est le quart du budget annuel de Centrafrique qui est ainsi dépensé pour l'ego du dictateur. La folie des grandeurs de Bokassa ne s'est pas arrêtée à son couronnement. Alors que ses relations avec la France se détériorent, il rêve maintenant de posséder une arme nucléaire. Le 20 septembre 1979, pendant que Bokassa est en Libye, les forces spéciales françaises prennent le contrôle de Bangui et David Dacko rétablit la République. Entre-temps, le Canard enchaîné a précisé qu'en 1973, le dictateur aurait offert des diamants coûteux à Valéry Giscard d'Estaing, ce qui met le président français dans une position délicate après avoir renversé un ancien allié. Bokassa s'exile en France, mais revient en Centrafrique en 1000. À son retour, il est immédiatement arrêté et condamné à la peine de mort, peine qui est ensuite commuée en réclusion criminelle. Il est amnistié en 1993 et meurt d'un arrêt cardiaque à Bangui en 1996, loin de toute brillance impériale. Nous voici à la fin de notre aventure avec Pol Pot, Mouammar Kadhafi, Kim Jong-un et Jean Bédel Bokassa.
Si cette vidéo vous a surpris et que vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations sur Cultination.